Bienvenue sur la chaîne Le Prof d'Histoire. La vulgarisation de l'histoire. Si tu veux comprendre l'histoire, t'écoutes cette chaîne. L'histoire c'est partout, l'histoire c'est vivant, l'histoire ça nous entoure. Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne, le prof d'histoire. Aujourd'hui, l'épisode traite sur un sujet très sombre de l'histoire canadienne, longtemps oublié de la mémoire collective, souvent effacé des manuels d'histoire. On parle de l'esclavage au Canada. Restez là. Notre histoire d'aujourd'hui débute dès l'arrivée des premiers êtres humains sur le territoire américain. Il y a 32 000 ans, les premiers autochtones sont arrivés d'Asie, ont traversé le détroit de la Béringie alors gelé et se sont installés au Canada. Dès l'arrivée des premiers Européens, pêcheurs puis explorateurs, autour des années 1500, on a constaté la présence d'esclaves parmi les nations autochtones. Les esclaves étaient en fait de véritables prisonniers de guerre. Durant de nombreuses guerres perpétrées sur une longue période, les nations ennemies ont l'habitude de garder des prisonniers durant les combats afin de remplacer leurs victimes. 3 sorts attendaient ces prisonniers lorsqu'ils étaient capturés. Premier sort possible, de sanglantes tortures. Durant une période de plusieurs heures, voire plusieurs jours, les prisonniers étaient torturés et ils devaient garder le silence durant tout ce temps pour prouver leur bravoure avant de mourir. Deuxième sort possible qui attendait les prisonniers était d'être adoptés par une famille endeuillée. Une famille qui a perdu un membre de sa famille par des combats ou par accident cherchait à le remplacer et un prisonnier pouvait être adopté par cette famille en deuil. Il pouvait même arriver que le prisonnier remplace une victime qu'il a lui-même tuée dans une famille autochtone ennemie qui dorénavant deviendra la sienne. Troisième sort possible, devenir esclave. Esclaves, c'était généralement réservé aux femmes ou aux adolescents, car ils étaient moins propices à vouloir s'échapper dans la forêt pour retrouver leur village et leur famille. Ces esclaves devaient donc accomplir pour les nations ennemies des tâches quotidiennes, mais aussi pour les femmes assouvir certains désirs. Ces esclaves étaient aussi utilisés lors des échanges commerciaux, car ils avaient une véritable valeur pour le troc. La colonie française et ses premiers habitants permanents se développent au début des années 1600, première tentative sur la côte de l'Atlantique, puis dans la vallée du Saint-Laurent. Les territoires de l'Acadie, du Canada, puis plus tard des Pays d'en haut et de la Louisiane formeront la Nouvelle-France. Et c'est le début de ce qui deviendra aujourd'hui le Canada. Dès les premières années, et ce jusqu'à la fin de la colonie française en Amérique, on y pratiquera l'esclavage. Malgré le fait qu'il soit très peu, je ne veux pas minimiser l'importance de l'esclavage. Mais la Nouvelle-France demeure un joueur minuscule dans l'échiquier mondial de l'esclavagisme durant cette période. Contrairement aux autres colonies européennes en Amérique, la présence d'esclaves sur le sol canadien est insignifiante. Sur les 2 siècles que va durer l'esclavage au Canada, soit entre 1630 et 1830, il y a à peine 4200 esclaves, soit environ 1443 esclaves noirs d'origine africaine, ce qui est très peu. D'autres colonies françaises qui ont un commerce basé sur les plantations de canne à sucre, de café ou de tabac, comme la Louisiane, avec plus de 8000 esclaves africains, représentent, selon la période, la moitié de la population. Ou comme celle des Antilles, avec des chiffres surprenants, comme ceux de la seule année de 1751, avec 42 000 esclaves africains en Guadeloupe, 65 000 en Martinique et 149 000 à Saint-Domingue. Et ce chiffre continue d'augmenter avec les années.
En Nouvelle-France, les premiers esclaves sont donc des autochtones, mais l'arrivée du premier esclave africain est très rapide dans l'histoire de la colonie. Et l'origine de l'arrivée de cet esclave est d'autant plus surprenante, car ce serait des corsaires anglais qui auraient amené le premier esclave sur le territoire canadien et qui l'auraient vendu à un commerçant de la ville de Québec. En effet, alors que le royaume de France et celui d'Angleterre s'affrontent durant la guerre de 30 ans, le corsaire David Kirk et ses 4 frères se font donner par le roi anglais Charles Ier la mission de conquérir le Canada et l'Acadie en 1628. Cette première tentative échoue, mais l'année suivante, en 1629, les frères Kirk vont réussir à prendre la ville de Québec, qui est vraiment épuisée d'un hiver difficile et qui vit un début de famine. Samuel de Champlain va donc se rendre à David Kirk qui possède l'esclave en question. Et donc c'est ainsi que le premier esclave d'origine africaine fait son apparition dans la colonie. Il s'agit d'un jeune homme qui serait d'origine de Guinée ou de Madagascar et qui aurait approximativement 7 ans à l'époque. Il va accompagner son maître dans l'hiver canadien qui s'ensuit, puis il restera sur le territoire alors que David Kirk, lui, retourne en Angleterre. Il est vendu à un commis français du nom de Olivier Baillif pour la somme de 50 écus. Celui-ci est un sympathisant des Anglais et fait partie des 21 Français qui décident de rester à Québec malgré la présence anglaise. Le jeune esclave se fait nommer Olivier, prénom de son maître, comme il était coutume de faire à l'époque. Et il sera vendu 3 ans plus tard, alors que les frères Kirk doivent abandonner la ville de Québec et la redonner aux mains de Samuel de Champlain, après la signature de la paix entre la France et l'Angleterre. Le maître du jeune Olivier doit s'exiler à son tour et vend l'esclave à un certain Guillaume Couillard, qui va le faire baptiser et lui donner le nom d'Olivier le Jeune. Les documents historiques de cette période nous laissent supposer que Olivier le Jeune sera affranchi, donc on lui donnera sa liberté avant sa mort à l'âge de 32 ans. Il sera le seul esclave sur la colonie française pendant une période de 25 ans, un quart de siècle. Durant les années qui suivront, le marché de l'esclave demeure actif en Nouvelle-France, bien que marginal. Les esclaves sont autochtones et leurs propriétaires sont généralement des bourgeois, marchands, commerçants de fourrure qui œuvrent dans ce milieu et qui ont des liens directs et commerciaux avec les nations autochtones qui leur échangent ces esclaves. Les autres propriétaires sont généralement des officiers militaires ou des seigneurs qui possèdent des terres. La grande majorité de la population de la Nouvelle-France est pauvre et n'ont pas les moyens de se procurer un esclave. D'autant plus que l'économie de la colonie de la Nouvelle-France est basée sur le commerce des fourrures et du troc avec les nations autochtones qui travaillent pour eux. Donc l'utilité de l'esclave dans ce type de colonie est très discutable. Avec les sources étudiées de cette période de la Nouvelle-France, on peut remarquer que la plupart des acheteurs étaient des marchands bourgeois qui les utilisaient comme domestiques à leur domicile. Posséder un esclave était surtout une façon de démontrer sa richesse. Étant très chers, les esclaves sont généralement bien traités et bien nourris. Contrairement aux idées préconçues, les propriétaires n'ont pas intérêt à battre ou à fouetter leur esclave. Les cas de violence enregistrés sont généralement pour punir l'esclave en question qui aurait fomenté un mauvais coup, qui aurait perpétré un crime ou qui aurait tenté de s'enfuir. Il y a quand même certaines exécutions publiques, comme pour l'esclave noire nommée Marie-Joseph Angélique, appartenant à Thérèse Lecoine, la veuve de François Poulain de Francheville, riche propriétaire des forges du Saint-Maurice. Jugée grâce à certains témoignages houleux et ragots du quartier, Marie-Joseph Angélique est pendue, puis brûlée devant la maison de sa maîtresse qu'elle aurait volontairement incendiée. Le feu se serait rapidement répandu dans le quartier des marchands de la ville de Montréal en 1734. Cependant, tuer ou blesser son esclave est vraiment une perte sur l'investissement qui a coûté très cher. Dans une société où le crime est sévèrement puni de façon physique, soit par le fouet ou même parfois par l'exil, une société qui va jusqu'à pendre ceux qui volent la nuit, les sentences sont souvent plus douces, plus clémentes envers les esclaves.
Aussi, le fait de bien nourrir ces esclaves et leur offrir les commodités qui leur permettent d'être forts et en forme physique était beaucoup plus souhaitable. De plus, la documentation historique nous permet de constater que de nombreux esclaves des Canadiens français étaient traités comme des membres adoptés par la famille, comme mentionné dans certains registres d'état civil, et étaient souvent traités comme des enfants. On en voyait même manger à la même table que ceux-ci. La majorité des maîtres canadiens français vont faire baptiser leurs esclaves, leur donnant ainsi un certain respect et des privilèges moraux. Lors du baptême, on leur donne un nom chrétien, qui par tradition est parfois le prénom du maître, voire même le nom de famille. Et après plusieurs années de servitude, les maîtres affranchissent, donnent la liberté à leurs esclaves. Il est tout de même à noter ici que cela demeure des humains qui sont dépouillés de leurs droits fondamentaux et qui sont exploités par leurs maîtres durant leurs années de servitude. Depuis le début du commerce triangulaire entre le continent africain et les colonies européennes en Amérique, des marchands ramènent des esclaves dans leurs navires appelés négriers, en référence à leur cargaison d'esclaves noirs ou negros en espagnol. Ces esclaves proviennent de villages africains dans lesquels ils se sont fait kidnapper par des chasseurs d'esclaves eux-mêmes africains. Ils sont enchaînés puis ramenés vers les ports où attendent des navires européens qui vont acheter ces esclaves dans des sortes d'encans et qui vont, à des prix très spécifiques, avec des objets très spécifiques, se les approprier pour les faire traverser l'océan Atlantique jusque dans leur colonie américaine. Les conditions de vie à bord des négriers sont atroces et inhumaines. Les Africaines et les Africains sont empilés sur des lits superposés à l'horizontale pour sauver de l'espace. Durant les mois que dureront la traversée, ils mangeront sur place, n'auront d'autre choix que de faire leurs besoins dans des seaux ou sur eux-mêmes, car on les laisse rarement se déplacer. Les températures dans les cales peuvent atteindre jusqu'à 50 degrés Celsius. Je vous laisse vous imaginer l'insalubrité et les odeurs qui devaient y régner. Dans ces conditions, il n'est pas surprenant d'apprendre que près de 10% d'entre eux vont mourir de malnutrition ou de maladies qu'ils vont contracter durant la traversée, sur environ 200 à 450 esclaves par navire. Les maladies causées par les microbes et les virus sont nombreuses, à tel point que le taux de mortalité est encore plus élevé pour l'équipage, avec près de 15% d'entre eux qui décéderont sur les négriers de cette période. Il faut souligner ici que les capitaines de ces négriers n'avaient pas intérêt à faire mourir leur cargaison, car ils réussissaient à obtenir un certain pourcentage de la vente de chaque esclave dans les colonies d'Amérique, aussi appelées pièces d'aide. Dans les colonies françaises d'Amérique, les esclaves proviendront principalement du Sénégal ou de Guinée. Étrangement, durant cette même période, il est interdit de pratiquer l'esclavage en France, et même que le Royaume de France offre aux esclaves qui réussissent à s'y rendre de gagner leur liberté. Ce n'est qu'en 1689 que le roi de France, Louis XIV, le roi Soleil lui-même, autorise officiellement l'esclavage en Nouvelle-France. Le roi a longtemps hésité, car il craignait que les températures glaciales de la Nouvelle-France ne fassent mourir les esclaves en provenance d'Afrique. Toutefois, parmi les navires d'esclaves africains envoyés aux Amériques, aucun négrier n'a été envoyé au Canada, malgré les nombreuses demandes des acheteurs intéressés et des pressions exercées par les gouverneurs de la colonie. En effet, les esclaves africains de la Nouvelle-France proviennent presque tous des colonies des Antilles françaises, puis de la Louisiane. Ils proviennent aussi des 13 colonies, dans lesquelles ils sont souvent kidnappés par les alliés iroquois lors des raids. Ils proviennent des 13 colonies, puis aussi des États-Unis après la guerre d'indépendance américaine. Tous ces esclaves vont transiger par un réseau contrôlé par les Iroquois du sud de Montréal. Ils passent par le chemin dit de Châteauguay jusqu'au Sault Saint-Louis, réserve des Iroquois sur la rive sud de Montréal, qui deviendra par la suite Caughnawaga, puis Kahnawake. Ce n'est qu'en 1709 que l'achat d'esclaves est en quelque sorte légalisé dans la colonie par l'ordonnance de l'intendant Rodeau, par ces quelques phrases. Nous ordonnons que tous les panisses et nègres qui ont été achetés
et qui le seront dans la suite, appartiendront en pleine propriété à ceux qui les ont achetés comme étant leurs esclaves. Faisons défense aux dits panistes et nègres de quitter leur maître et à qui que ce soit de les débaucher, sous peine de 50 livres d'amende. La plupart auront plusieurs maîtres, car ils seront régulièrement revendus par des ententes privées. Ils sont aussi vendus dans des encans, sur des places publiques, par des ventes aux enchères, dans des villes commerciales comme Montréal ou comme Québec. Ils sont examinés par des connaisseurs ou des spécialistes pour évaluer leur qualité physique, afin d'ajuster le prix aux besoins. On recherche des hommes grands, forts, avec une hygiène dentaire qui leur permette de bien manger pour rester en forme. Une qualité recherchée aussi bien chez les femmes esclaves. Ils seront considérés comme des biens meubles, selon le Code noir, écrit en 1685 par le roi de France Louis XIV lui-même. Encore une fois, oui, le roi Soleil. Il veut réglementer, légiférer les ventes d'esclaves en Amérique et déterminer les droits et obligations des propriétaires. Le Code noir comprend 60 articles et réglemente l'entretien obligatoire des esclaves, leur donner l'éducation catholique, interdire l'abandon lorsqu'un esclave devient vieux, interdit de vendre les familles séparément et promet des amendes pour le concubinage, relation sexuelle, avec une noire. On y spécifie que les enfants de la mère esclave deviendront eux-mêmes esclaves et que les mariages sont autorisés entre les esclaves. Il est aussi formellement interdit de donner de l'eau de vie à ceux-ci, de l'alcool, et les maîtres sont dans l'obligation de fournir des soins à l'hôpital. On détermine aussi les crimes et sentences, etc., etc. Il est à noter qu'il n'y a pas de code noir pour la colonie de la Nouvelle-France. On s'inspire donc non officiellement du code noir fait pour les Antilles françaises, où la population d'esclaves dépasse celle des colons français, et où est-ce qu'il y a une espèce de crainte d'un revirement ou d'une révolution d'esclaves envers leur maître. Le code noir est donc très sévère, et en Nouvelle-France, on n'applique que très rarement la sévérité, beaucoup plus souple par rapport à la gestion de l'esclave. Dans le commerce d'esclaves en Nouvelle-France, les esclaves d'origine africaine vont côtoyer les esclaves autochtones. Les esclaves autochtones seront les plus nombreux dans l'histoire de l'esclavage au Canada, avec près de 65,1% d'entre eux. Au féminin, on les appelle les panis. Au masculin, on les appelle les panis. Attention, je vous vois venir ici avec vos sourires en coin et vos jeux de mots douteux. On prononce le mot pani, car il tire son origine de la nation autochtone des Pawnis, qui sont des prisonniers de guerre, des alliés des Français durant la Nouvelle-France, et qui sont nombreux à devenir esclaves. Dans les faits, les Pawnis sont des prisonniers de guerre devenus esclaves, provenant des nations très variées. Ces paniers sont souvent utilisés comme cadeaux lors des relations diplomatiques entre les nations autochtones et les représentants de la colonie française. Mais principalement, ces paniers proviennent du marché de la fourrure. Dans le commerce de la fourrure, il y a troc entre les autochtones et les représentants des compagnies de fourrure. Et l'esclave est utilisé comme valeur marchande lors des échanges. Ils sont donc ramenés dans les grands centres commerciaux comme Montréal et comme Québec. Au fur et à mesure que la colonie de la Nouvelle-France s'agrandit et qu'on explore de plus en plus l'Ouest en se faisant de nouvelles alliances avec différentes nations autochtones, il y a de plus en plus de paniers dans le réseau du commerce de la fourrure, avec de plus en plus d'origines variées. Même les Lavérandry, des héros de la Nouvelle-France, vont ramener avec eux une quantité surprenante d'esclaves jusqu'à Montréal. Ainsi, ce sont les marchands de fourrure qui sont les principaux propriétaires d'esclaves panis dans l'histoire de la Nouvelle-France. Ils seront près, dans l'histoire canadienne, de 314 marchands de fourrure ou négociants qui posséderont plus de 800 esclaves à eux seuls. Ils sont suivis de près par cette deuxième classe de propriétaires d'esclaves, soit les officiers militaires, qui sont répartis sur l'immense territoire afin de protéger ce commerce de la fourrure et qui ont donc des liens avec les nations autochtones qui leur offrent ces esclaves. La troisième classe de propriétaires d'esclaves en termes de quantité apparaissent à la fin des années 1700, début 1800, avec les universités britanniques après la conquête. Ce sont la nouvelle bourgeoisie, les nouveaux bourgeois, soit les notaires et les médecins et les avocats, qui vont posséder une quantité impressionnante d'esclaves pour démontrer leur richesse. Puis, la quatrième classe sociale qui possède le plus grand nombre d'esclaves est surprenamment
l'Église et les organisations religieuses. Oui, malgré leur volonté pieuse, ils possèdent des esclaves et vont les utiliser dans leurs monastères, dans leurs écoles et à travers le territoire. Ils ont presque tous en commun le fait de posséder des terres et sur ces terres, des maisons impressionnantes dans lesquelles travailleront ces esclaves. Le reste de la population possède approximativement 7% de la population esclavagée dans l'histoire du Canada. Les grands propriétaires d'esclaves dans l'histoire canadienne n'ont pas l'envergure de ceux qu'on peut retrouver dans les 13 colonies américaines. Bien au contraire, ils sont moins d'une trentaine à avoir eu plus de 10 esclaves. Celui qui en a possédé le plus était le gouverneur Charles Beauharnois, qui en possédait 27. En tout, ce sont véritablement les organisations religieuses qui ont possédé le plus d'esclaves, comme les Jésuites qui en ont possédé 46 dans l'histoire canadienne, ou encore le Séminaire de Québec dans la région du Mississippi qui en ont possédé plus d'une trentaine. Au moment de la conquête de la Nouvelle-France par l'Empire britannique en 1760, il y aurait eu approximativement 70 000 personnes présentes sur le territoire, et parmi ceux-ci, moins de 3% de la population qui étaient des esclaves. Et selon les documents officiels de l'époque, on estime environ qu'il y aurait eu 3600 esclaves en tout dans l'histoire de la colonie française. Malgré tout, le gouverneur Vaudreuil négocie avec le général britannique Amherst le fait que les propriétaires d'esclaves puissent les conserver, malgré la conquête et la défaite française. Le général Amherst accepte l'article 47, à l'exception de ceux qui avaient déjà été faits prisonniers. Malgré le changement d'empire, l'esclavagisme demeure présent dans la colonie britannique. Et même le gouverneur James Murray, l'un des premiers gouverneurs à protéger la langue française et la culture des Canadiens français, va lui-même posséder un esclave et aurait dit même les mots suivants. « Trouvez-moi 2 jeunes gaillards et achetez pour chacun d'eux une jeune épouse bien propre qui sait nettoyer et tenir une ferme, et je ne refuserai aucun prix. » Les nouveaux maîtres anglais du territoire préfèrent de loin les esclaves d'origine africaine plutôt que les esclaves autochtones. Effectivement, l'espérance de vie des esclaves noirs dépasse celle des panis, ayant jusqu'à une espérance de vie moyenne de 25 ans, contrairement aux esclaves panis qui, eux, ont une espérance moyenne de vie de 17 ans seulement. Toutefois, il y a des cas d'esclaves qui ont une longévité surprenante, comme avec 26,4% d'entre eux qui vivent plus de 40 ans, et parmi eux, près de 13 qui vont dépasser les 80 ans. Comme dans la région de Détroit avec ses 2 esclaves, Jenny et Sissona, qui meurent tous deux à 90 ans, ou même le cas surprenant de Marie la Jeune, Marie Young, qui meurt à l'âge de 106 ans. Quinze ans après leur victoire sur la colonie française, les 13 colonies britanniques vont se rebeller contre l'Empire et le roi George III. L'armée britannique est envoyée en Amérique et se cherche désespérément des alliés. Ils vont donc promettre aux hommes noirs, libres ou esclaves, de se joindre à eux. En échange, ils auront la liberté, certes, mais aussi une terre. Ainsi, plusieurs milliers d'esclaves noirs vont joindre l'armée britannique lors de la guerre d'indépendance américaine. Ils ne participeront que très rarement au combat. On les utilise plutôt pour construire des tranchées et des fortifications pour l'armée. Ils recevront leur liberté finalement le 30 novembre 1782, même si la défaite semble évidente contre l'armée des colons patriotes. Les autorités britanniques recensent dans The Book of Negroes un grand nombre de leurs noms, âge et date de leur fuite vers les colonies qui demeureront britanniques après la guerre, comme celle des Caraïbes, en Jamaïque, des Antilles, de la Nouvelle-Écosse et de la province de Québec. C'est ainsi que des milliers d'esclaves affranchis traversent la frontière et viennent s'installer au Canada entre 1783 et 1785. Près de 3000 d'entre eux iront s'établir en Nouvelle-Écosse. Mais il est important de noter ici que ce ne sont pas tous les Noirs qui traverseront la frontière avec un certificat de liberté avec eux. Plusieurs d'entre eux n'ont pas participé au combat ou n'ont pas joint l'Empire britannique durant la guerre d'indépendance américaine. Donc, ce sont aussi des milliers d'esclaves qui accompagnent leurs maîtres loyalistes qui iront s'établir dans la province of Québec, mais aussi dans les provinces maritimes, colonies maritimes et au nord des Grands Lacs, dans ce qui deviendra le Haut-Canada.
Dès la nouvelle constitution de 1791, l'acte constitutionnel, c'est l'apparition du Haut et du Bas Canada, mais aussi des chambres d'assemblée et des élus du peuple. C'est aussi l'occasion de discuter de l'abolition de l'esclavage. Alors qu'au même moment, dans les journaux à l'époque, on conteste l'esclavage et il y a ce mouvement qui vient d'Angleterre qui veut abolir la pratique. C'est le moment des élus de discuter et d'abolir au besoin l'esclavage au Bas Canada. Louis-Joseph Papineau, quant à lui, devient le défenseur des propriétaires d'esclaves pour protéger leurs biens meubles, si chèrement acquis. 3 projets de loi seront présentés durant cette période et les 3 reprises, jamais on aboutira à un véritable projet de loi qui abolira à tout jamais l'esclavage. Donc, l'esclavage, pour le gouvernement canadien, restera toujours assez nébuleux. La colonie britannique de la Nouvelle-Écosse, qui avait autrefois épuré son territoire des Français acadiens lors de la guerre de conquête, tente une fois de plus d'utiliser la déportation comme solution pour se débarrasser de tous ces loyalistes et ces nouveaux esclaves libres qui arrivent des États-Unis après la guerre d'indépendance américaine. Ils vont tenter une grande déportation vers l'Afrique, le Sierra Leone, durant l'année de 1793. Et 3 années plus tard, malgré cette déportation, arrivent près de 600 esclaves exilés de Jamaïque qui avaient tenté une révolte dans cette colonie et qui arrivent à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Un nouveau problème à gérer, encore une fois. Ni le gouverneur d'Halifax, un certain Sir John Wentworth, n'avait été mis au courant ainsi que son administration du projet de ces esclaves exilés. Et les terres maintenant disponibles suite à la déportation des esclaves noirs et des loyalistes de 1793 serviront à accueillir ces 600 Jamaïcains. Ils sont déterminés à travailler et à s'intégrer dans la communauté de la Nouvelle-Écosse et vont s'intégrer à Halifax dans plusieurs domaines. Ils vont travailler dans les secteurs dans lesquels ils ont de l'expertise, comme forgerons, menuisiers, chapeliers, et ils vont demander le même salaire que les Blancs. On appelle ces exilés jamaïcains les marrons, car ils font du marronnage, comme on disait à l'époque, ce qui veut dire qu'ils étaient en fuite. Malgré tout, les hivers glaciaux et rigoureux du Canada vont venir à bout de leur détermination, et après quelques mois seulement passés dans la colonie, ils jugent les conditions climatiques invivables et vont écrire plusieurs lettres de pétition au gouverneur britannique. Ils vont même se plaindre à la marine britannique qui les avait amenés comme projet en Nouvelle-Écosse, jugeant invivable le territoire et les conditions climatiques infernales. Ils veulent être déportés n'importe où à travers le globe. Et dans une pétition de 1798, les marrons ont même cité qu'ils ne pouvaient vivre là où l'ananas ne pouvait pas. Ils seront finalement déportés en 1800, lors de cette deuxième grande déportation vers l'Afrique, au Sierra Leone, en 1800. La nouvelle colonie du Haut-Canada est plus rapide que le Bas-Canada pour gérer la question de l'esclavagisme. Rapidement, dès 1793, ils vont légiférer, faire des lois qui vont limiter les droits par rapport aux maîtres et leurs esclaves. Ils vont aussi faire des lois qui vont réduire l'importation d'esclaves sur le territoire pour éventuellement l'abolir. Ils promettent aussi à tout esclave qui réussit à s'enfuir et s'installer sur le territoire du Haut-Canada d'avoir la liberté. Le Canada, qui devient ainsi terre de liberté pour les esclaves américains, va prendre du temps avant de voir ces immigrants arriver en grand nombre. Il faudra attendre seulement en 1812, lors de la guerre anglo-américaine, pour que le message réussisse à se rendre. Les officiers américains qui participent à cette guerre amènent avec eux leurs esclaves, qui voient face à eux, habillés en rouge, des Noirs qui se battent pour l'armée britannique, en tant comme libres. Lorsque ces esclaves retournent sur leurs terres dans les États du Sud, ils propagent la nouvelle et rapidement, un réseau s'organise pour que ces esclaves s'enfuissent vers le Canada. Malgré la promesse de liberté aux esclaves noirs, il existe toujours de l'esclavagisme sur le territoire canadien. L'influence du Parlement de Londres et les journaux de l'époque vont venir changer cette vision sociale de l'esclavagisme au Canada. D'ailleurs, dans les journaux, la dernière vente officielle d'esclaves est apparue en 1798. Et malgré le fait que le gouvernement et la Chambre d'Assemblée ne réussissent jamais au Bas-Canada à abolir l'esclavage, ce sont finalement certains juges qui utilisent leur pouvoir pour affranchir tous les esclaves qui sont accusés de fuite.
Le système de justice et ses juges abolitionnistes menacent tellement le commerce de l'esclavagisme au Canada qu'il finit par disparaître de lui-même. Dès 1820, on ne trouve plus aucune trace d'esclaves bannis sur le territoire du Bas-Canada. Et rapidement, les derniers esclaves noirs vieillissent et sont soignés dans les hôpitaux où on en trouve certains registres officiels de cette période. Donc, en 1833, lorsque l'Empire britannique abolit dans toutes ses colonies l'esclavagisme, il y a déjà que très peu d'esclaves qui demeurent encore vivants dans le territoire canadien. L'abolition de l'esclavagisme est donc officiellement en 1834, mais son histoire en lien avec l'esclavage ne se termine pas là, car le Canada deviendra une terre d'accueil pour tous ces esclaves américains qui chercheront la liberté. Aux États-Unis, les idées abolitionnistes se répandent rapidement dans les États industriels du Nord, où la machine à vapeur remplace la main-d'œuvre physique. Mais les États du Sud, qui eux, dépendent de la main-d'œuvre esclavagiste dans ces champs et plantations de coton et de tabac, voient cette propagande anti-esclavagiste comme une véritable menace pour son économie. Dès l'apparition des premiers chemins de fer aux États-Unis, en 1830, apparaît le chemin de fer clandestin, qui est organisé par des abolitionnistes et des sympathisants aux esclaves qui cherchent la liberté, situé principalement à Philadelphie. N'étant pas un véritable chemin de fer pour tromper les esclavagistes, des codes pour communiquer dans le réseau utilisent des métaphores ferroviaires comme les chefs de train ou conducteurs, qui sont les passeurs ou les guides et passagers aux cargaisons pour désigner les esclaves en fuite. Le chef de train ou le conducteur le plus connu de cette période est en fait une femme, Henriette Tubman, qui est surnommée la Moïse Noire. Elle réussira pas moins de 10 voyages entre le sud des États-Unis et le Canada, amenant avec elle près de 70 esclaves. Elle utilisera plusieurs trajets et voyage toujours de nuit en utilisant des méthodes variées, quittant les États du Sud jusqu'à Sainte-Catherine dans le Haut-Canada ouest, aujourd'hui l'Ontario. Durant le voyage, les passagers sont livrés à plusieurs stations qui sont en fait des refuges qu'on identifie par des chandelles placées aux fenêtres ou aux lanternes qu'on dispose d'une certaine façon devant les édifices. Il y a aussi les chefs de gare qui sont les propriétaires de ces édifices, qui y habitent même parfois et qui vont subvenir aux besoins des esclaves en fuite pour permettre le voyage. Mais il y a aussi les agents à la billetterie. Les agents à la billetterie sont des voyageurs qui pratiquent différents métiers qui leur permettent de voyager sur de grandes distances et qui vont par leur voyage établir des liens et des contacts pour grandir le réseau entre les chefs de gare et les chefs de train. Finalement, il y a les actionnaires, qui sont des bourgeois qui ont les moyens de financer ces expéditions vers la gourde, qui est un mot de code pour dire l'étoile polaire, le Nord, les États qui vont libérer les esclaves, jusque voire même au Canada. Grâce à ce réseau secret de sympathisants à la cause abolitionniste, ce sont près de 30 000 esclaves qui proviennent du sud des États-Unis, ces États esclavagistes, qui vont réussir à partir des années 1835 à se diriger vers le nord, ou en mot de code, vers le paradis ou la terre promise, qui désigne le Bas-Canada ou le Haut-Canada. Ils voyagent généralement de nuit et très rarement en train, mais plutôt à pied, à cheval, par navire, par charrette et par chariot de Conestoga, sur les nombreuses lignes clandestines qui traversent 14 États américains. En 1850, l'immigration des esclaves est si importante qu'on vote la loi des esclaves fugitifs aux États-Unis, ce qui donne beaucoup plus de droits à ces nouveaux chasseurs d'esclaves des États du Nord qui tentent de les intercepter pour les ramener à leur maître dans les États du Sud. Certains vont même poursuivre les esclaves jusqu'au Canada, souvent sans succès, pour pouvoir les ramener à leur maître, comme dans le cas de ce Joseph Alexander qui s'était réfugié à Chatham dans le Haut-Canada. Malgré les 100 $ que leur propose le maître de Joseph Alexander et les chasseurs d'esclaves qui l'accompagnent, la foule devant l'hôtel refuse de leur livrer le jeune fugitif. Ils sont d'anciens esclaves noirs et vont encercler le Royal Hotel Exchange pour intimider et même pousser ces Américains à l'extérieur de la région. Le jeune Joseph Alexander va donc rester sur le territoire canadien et va vivre sa liberté en tant qu'homme libre en travaillant dans cette communauté.
Certaines de ces communautés développeront des villages comme Queensbush et Down situés en Ontario ou encore Birchtown et Africville en Nouvelle-Écosse. Le chemin de fer clandestin se poursuivra jusqu'à la fin de la guerre civile américaine, la guerre de sécession, qui a divisé le pays en deux sur la question de l'abolition de l'esclavagisme. Le Nord industriel et abolitionniste, représenté par le président américain Abraham Lincoln, cherche à interdire l'esclavage dans les États du Sud esclavagistes qui dépendent des esclaves dans leurs champs de coton et de tabac. La guerre civile entre le Nord et le Sud débute en 1861 et se termine avec une victoire du Nord en 1865. Après la guerre civile en 1865, le gouvernement américain adopte le 13e amendement qui va abolir une fois pour toutes l'esclavagisme aux États-Unis. Le chemin de fer clandestin termine alors ses activités après avoir permis à des dizaines de milliers d'esclaves de trouver leur liberté. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous prendrez dorénavant conscience de la présence de l'esclavagisme dans l'histoire canadienne. Vous avez aussi constaté que le Canada a joué une part symbolique dans la libération des esclaves américains. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine fois.